Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour une table ronde au sujet de la Sphere Factory qui nous permet d'accueillir aujourd'hui 3 de ses clients qui sont ISPN, Union d'Experts et le groupe Elisabeth. Mais avant de commencer, je vous propose, et puis aussi afin de déroger aux bonnes pratiques qui sont le tour de table classique qu'on va faire dans la foulée, je vous propose une présentation rapide de ce que c'est Sphere et la Sphere Factory. Alors Sphere est un pure player du digital qui a pour objectif aussi la transformation numérique de ses clients. C'est un cabinet de conseil avec 3 métiers principaux qui sont le conseil, la réalisation et la formation. Et la Sphere Factory, c'est une plateforme technologique et méthodologique qui va avoir pour objectif de délivrer à ses clients un produit développé à façon qui intègre les utilisateurs de bout en bout durant tout le projet, ce qui permet de ne pas dévier et d'avoir toujours un respect des attentes de ses utilisateurs. On va passer par différentes phases. Un premier qui est plutôt une preuve de valeur apportée à ses utilisateurs, un prototypage, un MVP, une industrialisation aussi de ces pratiques qui permet justement de s'accoster à un SI existant dans le respect des bonnes pratiques et des exigences techniques de la société. Par rapport à tout ça, bien sûr, le maître mot, c'est la collaboration au sein des équipes de la Factory pour avoir des experts qui sont divers et variés, des designers, des PO, des développeurs, des ingénieurs data, du GenAI, qui vont pouvoir collaborer avec un chef d'orchestre qui est le delivery manager, qui va orchestrer et s'assurer du bon déroulé du projet et notamment les alignements respectifs entre la Factory et le client. La collaboration, c'est aussi quelque chose d'important naturellement avec ses clients et les utilisateurs finaux. Eh bien, pour pouvoir adresser ce sujet, je vais aussi passer la main à David pour la suite de cette table ronde. Oui, merci Thierry. Effectivement, ça fait beaucoup de sujets. Donc moi, je suis directeur de l'activité Factory à Strasbourg. Et je propose que Sébastien, peut-être vous puissiez prendre une présentation rapide de vous et de l'INSP. Alors, bonjour à tous. Donc, Sébastien Fluc, effectivement, je suis à l'Institut national du service public, anciennement connu sous École nationale d'administration, donc qui a évolué. Et je vous parle de Strasbourg. Alors, je ne sais pas si on va rentrer dans le détail en tant que chef de projet informatique. Je ne sais pas si on rentre dans le détail ou si on fait le tour de table dès maintenant. Faisons un petit tour rapide, effectivement. Régis, si vous voulez prendre la main côté Luxembourg. Bien sûr, donc bonjour à tous. Mon nom à moi, donc c'est Husson Régis. Alors je suis responsable qualité et audit donc pour le groupe Elisabeth à Luxembourg. Alors très rapidement, le groupe Elisabeth, c'est environ un petit peu moins de 2300 personnes. Donc on travaille exclusivement dans le social et dans l'aide à la personne. Donc on regroupe une soixantaine de crèches et maisons relais, un lycée, des maisons de retraite, l'aide à l'enfance, donc l'équivalent de la DAS en France, et l'aide aux personnes en déficience donc, physique et mentale. Donc voilà un petit peu. Et donc effectivement, moi j'agis effectivement et interviens aujourd'hui dans le cadre d'un projet bien spécifique avec Sphere, dont on parlera certainement tout à l'heure. Merci bien. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Régis. Est-ce que Karel, vous voulez aussi vous présenter rapidement? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Karel Deby. Je travaille pour le groupe Union d'Experts en tant que DSI. Union d'Experts est un groupe national d'expertise d'assurance et de gestion de sinistres et de prévention des risques. Cela représente environ 700 collaborateurs organisant un pôle de compétences. Ils interviennent donc auprès des particuliers et des entreprises victimes de sinistres de fréquence, d'ampleur et à fort enjeu, dégâts des eaux, coups de vent, coups de grêle, tout ce qui tourne autour de ces activités-là. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans le concret des différentes interventions qu'on a menées avec chacun de nos clients. Sébastien, nous, ça fait un moment qu'on travaille ensemble à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être votre expérience avec la Sphere Factory au travers des différents projets qu'on a menés ensemble ces dernières années? Tout à fait. Donc l'École nationale d'administration, à l'époque, il y a 3 ans, avait un gros souci de maintenance sur une de ses applications presque les plus importantes, qui était la gestion des candidatures au concours d'entrée, qui aboutit à l'intégration de nos élèves en parcours de formation. Et donc, c'était une application qui avait plus de 10 ans, développée dans des vieilles versions de Java, sur lesquelles on n'avait plus de maintenance. Et donc, on a
d'abord contractualisé avec Sphère pour nous porter assistance sur le maintien en vie de cette application-là dans un premier temps, le redéveloppement de certaines fonctionnalités qui avaient évolué puisque les décrets évoluant par rapport aux contraintes des concours, il fallait aussi mettre à jour l'application en version ancienne et parallèlement entamer une migration de cette application dans des nouvelles technologies, ce que nous avons fait avec l'équipe de Sphère, tout d'abord en s'organisant en groupe de projet où on a exprimé les problématiques que nous avions sur l'ancienne application, fait des premiers ateliers de spécification puis de maquettage de nos besoins, et on a effectivement conduit le projet avec le RAID et la Sphère Factory en développement agile sur la base d'applications, de technologies beaucoup plus récentes, en maintenant à la fois l'ancienne application et en se mobilisant sur les tests et la mise en place du nouveau système de gestion des concours. Et parce que c'était trop facile, on a changé de structure puisque l'ENA s'est terminée il y a 2 ans et une nouvelle institut est né avec de nouvelles règles et puis de nouveaux concours. Et donc là-dessus, on a eu encore besoin de Sphère sur la concrétisation des nouveaux textes, des nouveaux décrets d'application des concours dans la nouvelle application, ce qui n'a pas été une mince affaire et qui se faisait évidemment en flux tendu avec évidemment pas de rupture. On ne pouvait pas s'arrêter pour se dire bon voilà, on stoppe l'application puis on recommence sur une autre. Il fallait vraiment faire tout ça dans la continuité, et grâce à l'agilité et puis l'organisation de la Sphère Factory, on a pu mener à bien ce projet qui a été un succès, on va dire, puisque les concours ont démarré cette année sur la nouvelle plateforme, donc qui concernait à la fois un front office côté public pour s'inscrire, et puis évidemment la partie gestion en interne pour gérer les dossiers, les instruire, et puis procéder au concours et à l'intégration des futurs élèves dans notre système d'information. Donc tous ces éléments d'interconnexion avec les systèmes d'information ont été aussi pris en compte avec l'équipe Sphère. Voilà, je pense que j'ai à peu près brossé Merci beaucoup, Sébastien. Effectivement, c'était assez complet. C'est vrai qu'on retrouve bien tous les métiers que Thierry a évoqués tout à l'heure, avec cet accompagnement à la fois sur l'organisation, mais aussi sur la technique, jusqu'à finalement l'intégration dans les systèmes d'information. J'imagine, Régis, que c'était un peu pareil pour vous, côté Fondation Elisabeth. Alors oui, effectivement, de notre côté, donc le projet concernait principalement effectivement donc le développement d'une application. Cette application, c'est en particulier, elle vise à permettre à tous les utilisateurs internes du groupe Elisabeth d'avoir accès à une espèce donc de gestion électronique des données, donc un hub, pouvoir consulter les dernières versions de la documentation et de la manière la plus simple soit-elle. Forcément, on avait quelques contraintes par rapport à ça. C'était notamment bien le fait de faire en sorte que l'application soit suffisamment complète et à la fois suffisamment simple pour que tous les profils puissent y accéder et en même temps avoir, on va dire, le minimum acceptable, c'est-à-dire la sécurisation, etc., etc. Donc effectivement, on a beaucoup travaillé avec la Sphère Factory au départ sur l'établissement du cahier des charges. Ce que nous avons particulièrement apprécié, c'est qu'effectivement, il y avait cet accompagnement et notamment aussi ce suivi qui permet réellement de se recentrer sur le plus important. Qu'est-ce qui est nice to have, qu'est-ce qui est mandatory. C'était toujours force de proposition et toujours dans l'optique de tiens, ça, on pourrait peut-être améliorer les choses ou on peut effectivement simplifier certains flux. Donc cet accompagnement et ces échanges, c'était vraiment au quotidien.
Donc ça, c'était particulièrement apprécié. Et effectivement, mais après, c'est aussi un petit peu toute cette phase testing, correction, échange en continu pour faire en sorte que l'application soit, on va dire, exempte. Je peux pas dire de 100% de toutes les erreurs, mais qu'elle soit, on va dire, fonctionnelle et parfaitement acceptable dans le going live qui est prévu très prochainement. Donc, dans l'absolue théorie, tout est pas mal. Donc voilà un petit peu pour la présentation rapide. Oui, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a cette approche orientée produit avec la création de valeur, en tout cas l'identification des fonctionnalités nécessaires et utiles pour l'ensemble du public qui est adressé par l'applicatif. On aura l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail sur quels sont les pain points qui nous ont le plus occupés. Karel, est-ce que vous pourriez aussi, vous, nous présenter le contexte qu'on a pu traiter ensemble ? Alors le contexte, il était clair chez nous. On avait un outil, on va dire, un peu vieillissant en matière de technologie pour nos experts terrain, un mode de fonctionnement où au niveau des techniciens support, il y avait une installation à faire sur leurs équipements dédiés aux experts, avec une première synchronisation. L'expert ensuite avait besoin de synchroniser le matin avant de partir, le soir à son retour, synchroniser à nouveau. De temps en temps, on se retrouvait avec des soucis de synchronisation, donc on perdait parfois les informations entre la journée de travail effectuée par l'expert, la synchronisation du soir qui se passe pas bien, donc cette appréhension de perte de données. Et on avait besoin de moderniser tout ça et tout en faisant un focus de faciliter le travail de l'expert. Pour nous, il y avait un objectif clair, c'était permettre à l'expert d'être concentré sur son rendez-vous, sur l'identification de la cause, le chiffrage, le recours, la relation client et le conseil auprès de l'assuré, et donc minimiser aussi son travail administratif pendant et hors expertise, parce qu'on avait hors expertise encore de la ressaisie, enfin des informations à saisir qui étaient faites, et c'est vrai que nous on avait besoin d'un parcours, on va dire, fonctionnel, intuitif pour l'expert, qui, sur l'aspect technique pour nos techniciens, ne nécessite pas d'installation spécifique, ou à minima, on va dire. Côté expertise, donc expert terrain, pas de manuel d'utilisation ni de mode d'emploi, donc c'était un vrai challenge. Donc sur l'aspect technique, on avait envisagé une solution dans notre cahier des charges multiplateforme, web responsive de préférence, qui nécessite pas ou peu d'installation. Et au niveau des équipes de Sphère, ce qui a été un vrai bonheur, entre guillemets, c'est d'avoir été pris à contre-pied, d'avoir été challengé sur le pourquoi on fait ceci, le pourquoi on fait cela. Et on a des équipes, certaines des personnes, des équipes de Sphère qui ont suivi nos experts sur le terrain pour voir notre métier. Et il y a eu un vrai focus, une vraie analyse métier qui a été faite en accompagnement avec les différents interlocuteurs avec qui nous avons travaillé, et qui donc nous ont challengé, apporté ensuite méthode en matière de critères de choix, de priorisation des fonctionnalités attendues par l'outil, et nous ont même accompagnés sur un choix d'infrastructure permettant d'héberger l'application, ce qui était pour nous clairement, on avait laissé une feuille blanche en disant que nous préconisez vous en matière de choix d'infrastructure, même si on avait nos idées, nos préjugés entre guillemets, et c'est ça qui a été vraiment bénéfique pour nous. Merci, effectivement, c'est assez complet, il y a beaucoup de matière. Donc là, on a vraiment une solution clé en main, on va dire, avec un accompagnement de bout en bout jusqu'à l'hébergement. Thierry, je sais pas quelles équipes chez vous ont accompagné les personnes sur le terrain, mais c'est vrai que ça, c'est un axe important pour moi, c'est être capable de comprendre le besoin sous-jacent à ce qui a été exprimé par nos clients, pour être sûr de trouver la meilleure solution, on va dire, en termes de réalisation. On n'est pas là juste pour produire, entre guillemets, on a ces capacités à, comme vous le disiez, Karel, à challenger les demandes, et puis essayer de proposer aussi des choses qui sont peut-être plus pertinentes d'un point de vue technologique, parce qu'on a un certain regard, je pense, sur l'expertise, mais aussi d'un point de vue parcours utilisateur. Exactement, en fait, c'est deux profils plutôt orientés métier, donc des designers qui ont eu l'occasion de parcourir et d'avoir un road trip avec pendant 2 jours, je crois, avec un expert, et du coup, ça a permis de voir aussi des contraintes d'utilisation.
Effectivement, quand on est dans le monde de l'expertise, il peut y avoir des sinistres dans une cave, dans des choses comme ça, et avoir du offline, c'est important. Le mode d'utilisation est important, avoir de la batterie, c'est important. Donc il y a plein de choses qui permettent d'avoir des choses non dites, mais qui sont très importantes pour la suite du projet et la pérennité du produit. C'est vrai qu'on n'est pas sectorisé en termes d'activité, donc on n'est pas des experts sur certains domaines d'entreprise. Donc c'est important pour nous de bien comprendre et de pouvoir s'immerger si possible dans vos contextes du quotidien. Là, on a autour de la table 3 entreprises assez différentes en termes de secteur d'activité, et c'est vrai que je pense qu'une de nos forces, c'est d'essayer de comprendre les choses correctement. Sébastien, nous, on a eu des sujets autour du cadre administratif. On sait que travailler en mode marché public, c'est pas forcément simple. Moi, je suis assez fier de ce qu'on a réussi à faire ensemble. Tout à l'heure, vous parliez d'agilité, d'ajustement. Est-ce que vous voulez nous en dire plus peut-être sur le service qu'on a pu apporter? Je pense peut-être aussi aux derniers événements qu'on a vus avec les changements de texte de loi, les adaptations qu'on a dû apporter un peu en last minute. Alors effectivement, il y a l'aspect marché qui n'est jamais simple à gérer quand on est une administration, mais qui, grâce à la souplesse, aux échanges et à la compréhension des équipes, a permis d'établir des contrats avec des assistances correctes et surtout des maintien en conditions opérationnelles de l'ancienne solution tout en développant la nouvelle. Et au-delà de ce que disait Karel, la compréhension des équipes, de nos problématiques, parce que c'est vrai que là, ça a été quand même un beau travail d'assistance, d'expression de besoin, puisque lire un décret, c'est pas facile, le convertir en texte clair, c'est pas toujours évident, mais alors le convertir en écran, en interface utilisateur et en workflow, ça l'est encore moins, tout en ayant en plus comme contrainte d'avoir des référentiels très contraignants, comme le référentiel général d'accessibilité qui nous impose des normes très, très complexes, le design system de l'État qui nécessite que les applications soient aussi produites avec une certaine ergonomie et un certain graphisme. Donc tout ça en fait a été parfaitement géré par l'équipe qu'on avait en face et ceux qu'on a rencontrés en direct et ceux qui ont travaillé à distance, puisqu'on a bien senti qu'il y avait tous les pôles métiers qui rentraient en ligne de compte, donc marché, design, ingénieur développement. Donc c'était vraiment super, et l'adaptation a été le maître mot tout au long du processus, avec évidemment des moments où on nous disait mais finalement si vous avez pensé les choses de cette façon-là, est-ce que si on vous proposait de voir la chose sous un autre angle, ça pourrait pas permettre d'avoir une expérience utilisateur un peu meilleure, effectivement, tant pour les gestionnaires en interne que pour le public. Je pense qu'on est arrivé à une solution qui est idéale, puisqu'elle est en cours d'utilisation. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on rejoint un peu ce que disait Régis tout à l'heure par rapport à cette capacité de force de proposition à rester focus sur la valeur et effectivement maintenir à la fois la qualité mais aussi le périmètre et aussi les délais, les échéances, avec aussi la notion de budget qui est associée. Régis, est-ce que vous, de votre côté, il y a des éléments qui vous ont marqué sur la factory, des challenges particuliers qu'on a réussi à résoudre à vos côtés? Alors effectivement, en termes de challenge, on en a eu pas mal, enfin rien de compliqué, mais effectivement, on se rend compte que quand bien même vous avez un cahier des charges qui est relativement précis, il tend toujours à évoluer et à s'adapter dans le temps. Donc on se retrouve avec une multitude de petites contraintes qui viennent se greffer derrière. Et effectivement, on a toujours tendance à vouloir toutes les suivre les unes derrière les autres et les corriger à la suite. Et là, effectivement, en termes d'échange, de suivi, de correction, de correctif,
on voit que c'est un métier. On est tout à fait d'accord. Je veux dire, voilà, je veux dire, les correctifs en cascade, on en a échangé pas mal. On a échangé un nombre incalculable d'idées de corrections qui, au final, c'est quelque chose qui rentre parfaitement dans le rang et on se rend compte que le cahier des charges n'en sort que plus complet à la fin qu'au départ. Donc, ouais, voilà, non, clairement là-dessus, pour moi, ça reste, jusque-là, ça reste une réussite complète en tout cas. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que Karel, de votre côté, sur l'Union d'experts, vous avez des challenges aussi comme ça qu'on a pu vous aider à surmonter ensemble, puisque c'est aussi notre philosophie Oui, je vais vous en lister deux challenges. L'un étant la notion de, voilà, on avait 10 représentants ou référents experts sélectionnés ou présélectionnés chez nous pour véhiculer leurs besoins de leur métier d'expertise terrain et donc de leur vision de l'outil. Et c'est vrai qu'un expert de la région de l'Est de la France ou du Sud de la France ou du Sud-Ouest ou de l'Ouest, ils n'ont pas forcément les mêmes visions, les mêmes besoins, et encore moins pour un Parisien qui a beaucoup plus d'expertise possible en journée, et voilà, le métier est un peu différent, et d'avoir cet esprit d'analyse qui a été réalisé avec les équipes de Sphère, avec tout ce qu'on peut, je pense, imaginer et connaître avec un système de post-it et de mots-clés qu'on colle sur les murs et qu'on garde uniquement les quelques mots-clés, les choses importantes en fin de parcours et en fin d'analyse. Voilà, ça a été un vrai challenge de rassembler les idées et d'avoir un focus sur l'essentiel. Donc ça a été vraiment un beau challenge et une belle réussite. Et on avait, nous, un challenge technique qui avait été soumis, cette notion de ce qu'expliquait Thierry tout à l'heure, cette notion de notre mode de fonctionnement de l'ancien outil, de devoir synchroniser et resynchroniser, et qui représentait une vraie énergie à l'installation, réinstallation de poste pour le technicien support, c'était d'avoir un outil, comme je disais, web responsive, où l'expert, quand il fait son expertise, il ne se pose pas la question de savoir s'il est connecté ou pas. L'application le gère de manière autonome. Il y a un visuel. Pour nous, le principe, c'est que dans 90% des cas, l'expert va être connecté. Voilà, et de fait et de facto, cet outil web responsive permet aussi d'avoir le choix de l'outil qu'on a en main. Est-ce qu'on préfère une Surface Pro, un device type Apple, tablette Apple ou Samsung, enfin, voilà, la force de l'outil ou ce que l'on souhaitait, c'était de se dire, un expert, parfois il peut tomber un appareil par terre dans une flaque d'eau, ce qu'il a saisi juste avant risque d'être perdu. Là, en fait, non, on reprend un autre device, un ordinateur portable ou autre, on saisit à nouveau l'URL de notre applicatif pour se connecter, et l'expert continue à procéder à son expertise et permet de continuer à rentrer les informations liées à l'expertise en cours sans avoir des pertes de données. Et c'est ça, le deuxième challenge qui était assez nouveau dans ce qui était exprimé comme besoin, où les équipes de Sphère, ils ont pris ces défis-là à bras le corps, et ils nous ont agréablement, alors pas surpris, mais ça a été un vrai défi technique de réalisation et qui fonctionne aujourd'hui correctement. Donc ça, c'est pour les deux challenges, on va dire clés. Ce mode connecté temps réel permet aussi à l'expert d'être en lien direct avec son assistante, c'est-à-dire l'assistante a la visu complète de l'état d'avancement d'une expertise, peut venir en aide, peut saisir une information qui se répercute sur le dossier d'expertise en cours pour l'expert. Donc ça fluidifie réellement les activités de l'expert et de l'interaction avec son assistante. Ok, super, merci, c'est vrai que c'est très complet. On voit bien le bon alliage entre la technique et la bonne compréhension métier, la coordination de tout ça. Thierry, je sais pas si tu avais d'autres éléments à rajouter, je vois que le temps passe assez vite. C'est vrai qu'on avait prévu plein de questions. Non, mais sinon, c'est vrai qu'on peut passer aussi sur un mode question-réponse. Et là, je vois qu'il y a une question sur laquelle je vais rebondir, puisque c'est un sujet un peu courant du moment, qui est la GenAI. La GenAI dans une entreprise, c'est aussi de se dire, finalement, c'est facile, je vais acheter une licence. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'ouvre mes données sur le marché, c'est une fenêtre ouverte
sur l'utilisation de mes données sans mon consentement. Et de fait, beaucoup d'entreprises nous sollicitent pour mettre en place de la GenAI en disant voilà le cas d'usage que j'imagine, est-ce que ça apporte de la valeur? On va faire un premier test rapide en quelques jours pour après petit à petit prototyper et puis arriver sur une solution industrialisée. Et du coup, une des questions qui est poussée actuellement, c'est est-ce que vous pensez utiliser de l'IA dans vos différentes entreprises? Je ne sais pas si l'un de vous peut y répondre. Bon, moi je vais répondre en tout cas pour Elisabeth. Alors, comment dire? La question a déjà été posée. Malheureusement, effectivement, actuellement, en ce qui nous concerne, on est plus dans une optique on va dire, de pérennisation, on va dire on veut bétonner véritablement notre outil informatique et en particulier notre parc applicatif avant toute chose. Je pense que la principale contrainte, c'est l'acceptation de l'humain chez nous en interne pour utiliser ou pour être apte à utiliser des IA. Je pense réellement, en ce qui concerne le groupe Elisabeth, non, on n'est pas encore au point, ça, clairement pas. Un peu une culture d'entreprise aussi à avoir. Oui. Ouais. Oui, la conduite du changement, effectivement, c'est de nouveaux usages, c'est de nouvelles technologies. Donc c'est vrai que on a souvent aussi de l'accompagnement, key user. On a fait, Sébastien, pour vous, une session de présentation aussi de tout l'outil en mode formation pour amener une meilleure adoption, on va dire, de l'utilisation de ces nouveautés. Je pense que c'est assez important. Ouais. Alors, côté INSP, on réfléchit beaucoup à ces sujets-là pour tout ce qui concerne la pédagogie et puis éventuellement les retours des élèves, parce que eux nous attendront pas pour l'utiliser, l'IA, pour concevoir leur rédaction, etc. Donc, on a des questions sur effectivement quel usage de l'IA pour détecter éventuellement des plagiats, des choses de ce type-là, mais pas dans les applications de sélection des élèves, où là, on aurait beaucoup de mal à justifier qu'il n'y a pas eu un processus humain et totalement respectant les différentes étapes de sélection des candidats, de rupture d'égalité qui pourrait se poser. Donc, pour l'instant, sur tout ce qui est relation avec les élèves en direct, et en tout cas sur leur sélection pour l'entrée à l'Institut, on n'a pas encore posé ça sur la table. Et je pense que les décrets qui l'intégreront n'arriveront pas avant quelques années. Et puis pour nous, côté union d'experts, on est en train de réfléchir à comment l'IA pourrait nous apporter des réponses sur la collecte d'informations qui sont stockées dans notre SI. Je parle de conditions générales, par exemple, où on a X compagnies d'assurance qui nous missionnent pour des expertises, et donc il y a X conditions générales et X variantes qui s'appliquent, et d'apporter justement à l'expert un guide de manière dynamique qui lui qui l'oriente sur l'information qui existe dans notre récit et de la proposer, de l'amener. Après, il utilise ou pas l'information, ça reste dans la décision de l'expert, mais de faciliter la recherche des données qui sont dans notre récit et de les proposer nativement dans l'application. Donc ça, c'est dans les idées de réflexion, on va dire dans la V, on va dire 4, parce qu'on est en train d'optimiser l'outil déjà sur d'autres actualités, mais c'est clair que l'IA, pour nous, ça paraît évident d'aller beaucoup plus loin et de le proposer de manière on va dire, native, intuitive, à nouveau, sans forcément devoir former nos collaborateurs à utiliser de l'IA. Parce que là, on va franchir un autre pas et je pense que là, on n'est pas prêt du tout. Ok, très bien. On a une autre question qui est pourquoi justement passer par de l'externalisation, en particulier la Sphere Factory dans le cadre de projets, au lieu de régie classique, de voir un petit peu le recrutement sur CV de personnes et de constituer vos équipes. Je peux peut-être répondre. Enfin, pour nous, l'externalisation allait de soi, en sachant qu'Union d'experts, c'est une toute petite équipe au niveau de la DSI. Pour tout vous dire, on avait un développeur quand on a initié le projet et un responsable infra. Donc, et on dit ça, ça veut dire que vous avez une tête pensante sur l'aspect technique développement,
pas forcément les usages, pas forcément le côté intuitif, et une personne qui a son expertise de responsabilité d'infra, qui va savoir comment héberger l'application, mais il vous manque vraiment ce côté vision nouvelle, œil nouveau, et ce challenge que nous on attendait de notre partenaire en disant voilà, nous on a plein d'idées, voire même préconçues, et où on attendait à ce qu'on soit réellement challengé sur des choix qui nous paraissaient évidents et qui finalement étaient parfois juste mis en question lors d'une discussion en disant mais vous êtes sûr, est-ce que vous voulez ce type de fonctionnalité et pourquoi ça avant telle autre fonctionnalité. Donc c'est vraiment pour ce côté challenge et différenciation de regard qu'on souhaitait externaliser cette partie-là. Il y avait une deuxième approche pour nous, c'est de dire on a une expertise de gens qui sont dans des choses innovantes déjà, et ça pourrait amener les équipes internes vers justement cette modernité de mode de développement différent, hébergement peut-être différent, et surtout des méthodes de développement qui sont cadrées, structurées, et pour autant qui permettent une reprise en cours de route. Nous, dans le cadre du projet, on a recruté un développeur chez Union d'Experts. Il travaille avec les équipes de Sphère tous les jours. Il a les mêmes méthodes, les mêmes process de travail. Et il y a du code qui est fait chez Union d'Experts par de nos développeurs, tout en ayant des développeurs qui construisent l'application, qui le modifient aussi chez Sphère. Donc il y a vraiment cette notion de co-construction et reprise de compétences, connaissances aussi d'une application qui est plutôt novatrice par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et c'est pour ça qu'on a aussi souhaité externaliser cette collaboration. Merci beaucoup. Est-ce que Régis, vous vouliez peut-être rebondir ? Alors, en ce qui nous concerne, effectivement, la raison pour laquelle on a externalisé, c'est comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, à chacun son métier, déjà pour commencer. Mais effectivement, au-delà de cela, d'autres questions se posent. Je me souviens très bien donc avoir pris contact tout au départ avec mon cahier des charges. Forcément, on avait un petit peu nos mock-ups de nos côtés. Mais lorsque vous faites vraiment intervenir des UX, des designers, des choses comme ça, on a un projet qui prend directement vie parce qu'il y a de l'ergonomie derrière, il y a du savoir-faire, il y a toutes ces choses-là que nous ne possédons pas nécessairement parce que ça n'est tout simplement déjà pas, premièrement, notre métier. Mais ensuite, d'autres contraintes ou problématiques qui nous ont semblé, on va dire, grandioses, énormes, lorsqu'on a pris contact, en soi, c'était déjà quelque chose de réglé d'avance. Les devs nous disent, bah oui, pour faire communiquer les bases de données entre elles, ou des applications entre elles, pas de souci, on va étudier ça. Bref, il y a cet aspect-là, on va dire, de technicité et d'approche qui est dans un premier temps. Et après, c'est toujours la même chose, value for money. Je veux dire, voilà, c'est tout a un coût, tout est bien spécifié, et surtout, effectivement, je rebondis très rapidement là-dessus aussi, mais dans les offres de prix, c'est des items. C'est très facile de s'y retrouver, c'est très facile de budgétiser derrière et de pouvoir se dire, OK, ça me coûte tant, ça me coûte tant. Vous pouvez prioriser ou vous pouvez même voir à court, moyen, long terme la manière dont vous allez monter le projet et le suivre au long cours. Toute cette partie-là, tous ces petits éléments-là participent au fait que, oui, il vaut mieux l'externaliser, c'est plus simple. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des profils très différents qui interviennent sur les projets, donc des équipes pluridisciplinaires, et c'est vrai que le croisement des regards aussi avec tout ce qu'on a pu faire en termes de projets, avec des gens qui ont plus de 15 ans d'expérience dans le monde de l'informatique, c'est vrai que ça aide, je pense, à être plus efficient. Sébastien, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Je confirme tout ça, puisque si il y a 15 ans, on pouvait avoir un développeur qui pouvait connaître un petit peu les bases de données, un petit peu un langage particulier, un petit peu la sécurité, c'est plus le cas aujourd'hui. Et nous, on avait fait ce choix-là de ne plus développer en interne parce qu'on a eu de mauvaises expériences, puisque ce fameux développeur qui connaît un petit peu tout, souvent quand il part, il se fait remplacer par des nouvelles technologies
aujourd'hui et ça se passe pas toujours bien en termes de reprise de données, évolution de l'application qu'il a laissé en place. Donc, comme le disait Régis, hein, chacun son métier et puis ça tombe bien, chez Sphère, il y en a plein qu'ils mettent à disposition en fonction des besoins. Et je pense qu'effectivement, en tout cas dans le projet qu'on a mené avec eux, on s'est retrouvé face aux bons experts au bon moment pour traiter toutes les diverses activités nécessaires à la conduite du projet et de la mise en œuvre de l'application. Merci. Je vois deux questions qui sont un peu liées là, qui sont arrivées. C'est est-ce que vous me connaissiez avant de travailler en mode factory? Et l'autre question qui est un peu liée, oui, c'est quitte à externaliser, pourquoi choisir Sphère et pas par exemple une société offshore pour maîtriser encore plus les coûts, pour les réduire au maximum? Alors si je connaissais Sphère, oui, de nom, mais juste de nom. Voilà, on a appris à se connaître déjà lors des appels d'offres. Voilà, on a fait une connaissance, mais voilà, je ne connaissais pas plus que ça, très honnêtement. Pourquoi Sphère et pas une autre société offshore? Nous, on a joué la carte de la proximité. Et c'est un peu le mode de fonctionnement d'union d'experts, c'est-à-dire mettre les gens autour de la table a son importance de, comment dire, idée, regard, réaction, enfin ce que vous voyez en présentiel, ce que vous ne voyez que très difficilement en distanciel. On a eu un mode de fonctionnement où on a eu des équipes qui sont réunies une fois par mois au début, physiquement sur la région parisienne. On a eu d'autres ateliers à distance, mais pour nous, voilà, il y a eu une importance d'ateliers en présentiel et où on peut plus facilement voir les satisfactions ou non, ne serait-ce que sur les visages des personnes autour de vous. Et, voilà, et c'est vrai que c'est ça qu'on a privilégié. Société offshore pour les réductions de coûts, oui, enfin, vous pourriez avoir une dizaine de développeurs pour le prix de 2 en France. Je sais pas, enfin pour nous ça nous paraissait évident de pas prendre ce chemin-là. C'est clairement aussi une volonté d'union d'experts d'avoir une activité, même pour nos propres télé-experts, qui soit localisée en France et non pas à l'étranger. C'est une politique d'entreprise pour nous qui nous paraît évidente. Après, tout le monde ne fait pas ce choix-là. Pour nous, ça a été plutôt une évidence. Ok, merci. Côté Fondation Elisabeth, je ne sais pas si Régis, vous vouliez dire quelque chose. Alors, effectivement, pour revenir sur les deux questions qui ont été posées, alors connaissiez-vous Sphère avant? Oui. On va dire Sphère Luxembourg, je pense qu'on se connaît très bien, ça va faire une douzaine d'années qu'on travaille ensemble. On a travaillé sur de très nombreux projets auparavant. Donc, pour répondre à l'autre question, pourquoi ne pas prendre une société offshore? En un mot tout simple, la proximité. On peut partager autant de réunions Zoom que l'on veut, etc., etc. Arrive un moment quand on s'assoit autour d'une table, quand on partage le projet, quand on connaît et on partage avec ses devs, je dirais pas au quotidien, mais très souvent avec les managers de projet, avec les architectes et tous ceux que j'oublie encore. C'est différent. C'est cette proximité-là, on partage au bout d'un moment la même culture. Et ça, je veux dire, le rapport qualité-prix, il s'en trouve totalement démesuré. Vous en aurez beaucoup plus pour ce que vous aurez investi. Ça, j'en reste persuadé aujourd'hui. Merci. Sébastien, peut-être quelques mots si... Je pense que c'est le fruit du hasard des appels d'offres. Mais le choix de se faire s'est fait avant que j'arrive sur ce projet, donc je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, sûrement que dans la veille des prestataires qui pouvaient répondre à nos besoins, on a identifié l'équipe pour répondre éventuellement à ces demandes un petit peu particulières. Et je pense me souvenir qu'il n'y avait pas beaucoup de répondants au moment où il fallait maintenir cette application-là qui était en train de battre de l'aile.
Je vois qu'il n'y a plus trop de questions qui arrivent en tout cas. Peut-être une. C'est vrai que là, on a une image de collaboration et puis on est habitué à travailler ensemble. Mais peut-être vous avez des suggestions en tout cas sur des améliorations qui pourraient être faites dans ces collaborations pour l'avenir et les futures collaborations. Alors moi j'en ai peut-être une, effectivement. C'est moins tant à destination de Sphère que de la collaboration que vous avez avec vos clients, mais une chose qui, là je m'en suis rendu compte particulièrement sur ce projet-là, c'est que effectivement il faut toujours bien préciser à vos clients qu'il faut tester et encore tester. C'est un peu tarte à la crème de le dire comme ça, mais effectivement il n'y a que les users finaux qui effectivement pourront apporter cette véritable valeur ajoutée en disant j'adopte la solution ou je ne l'adopte pas, parce qu'on pourra avoir le meilleur projet du monde, s'il n'est pas adopté par l'utilisateur final, ça sert à rien. Et effectivement, en général, c'est du one shot hein, quand on part dans un going live et que ça n'a pas été suffisamment testé. Ouais, il y a des risques que ça puisse poser problème. Mais effectivement, c'est toujours bien le préciser à tous ces clients. N'oubliez pas ce point-là. C'est important, ça va vous prendre du temps et des ressources. Ouais, merci Régis de le rappeler. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'externalisation de projet. Alors, c'est vrai qu'on prend beaucoup d'activités à notre charge. Maintenant, c'est fondamental qu'on puisse travailler ensemble et en permanence. Et on ne fait pas de livraison finale, entre guillemets, sans avoir fait des incréments fonctionnels au sein du projet. Donc, c'est important qu'on puisse voir l'avancement du produit et avoir les feedbacks des utilisateurs au plus tôt pour avoir un produit à la fin qui corresponde vraiment aux attentes et qui soit adoptable rapidement. Oui, tout à fait. Karel, peut-être des éléments effectivement pour qu'on puisse s'inscrire aussi sur la durée. Ouais, amélioration, suggestion. Enfin, je peux pas dire qu'il y a besoin d'une amélioration, mais c'est le même constat que Régis sur la maîtrise du déploiement, on va dire, de la V1. C'est vrai que nous, on a souhaité le maîtriser de notre côté, c'est-à-dire embarquer une vingtaine d'experts, une trentaine d'experts, attendre, avoir leur feedback, et c'est là où nous on a eu pour tout vous dire, au niveau des retours, une adaptabilité qui était au rendez-vous côté Sphère pour modifier certaines virgules de l'application, enfin en disant voilà, on préférait ceci à tel endroit ou telle fonctionnalité à tel endroit. Donc l'adaptabilité, elle était vraiment au rendez-vous. Mais, voilà, on a clairement privilégié de déployer petit à petit. Là, on a 70% de nos experts qui sont équipés de l'outil. Il nous reste une trentaine de pourcents à déployer. Donc, à mon sens, il n'y a pas besoin d'amélioration à proprement dite, mais en matière de suggestion, voilà, de déployer très progressivement, avoir le retour expérience utilisateur de ceux qui sont déployés en pilote, voilà, pas rester focus sur une date de réalisation avec un objectif de date, mais plutôt un objectif de réalisation de résultats d'embarquement et d'adoption de l'outil. Et ça, je pense que c'est clé dans un déploiement comme ça, surtout face à la diversité du public que nous avons chez nos experts, avec des gens qui travaillent de manière assez différente dans le sud, dans l'est, dans le nord ou en région parisienne. Voilà, donc et c'est là où voilà, c'est quand vous maîtrisez un déploiement de manière voilà, vraiment contrôlée au niveau du nombre de personnes, plus vous avez des gens qui sont satisfaits, plus vous allez avoir d'autres personnes qui voudront avoir accès à l'outil et il y aura moins de débats sur voilà, ce qui ne marche pas, enfin ce qui marche pour l'un, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour l'autre. Et c'est vrai que nous on a privilégié cette façon de déployer et d'y aller très progressivement en disant bon, on prend le temps. On aurait voulu avoir terminé mi-décembre, voire même mi-novembre. On est à 70% de notre déploiement. On aura finalement terminé en février. On a préféré aller voilà, de manière très progressive et contrôlée pour embarquer le plus de monde chez nous pour adopter l'outil. Parfait, merci. Sébastien, peut-être je vous laisse le mot de la fin.
Oula, donc je vais pas en dire beaucoup alors. Non, s'il y avait quelque chose à simplifier peut-être ou qui nous permettrait de gagner plutôt du temps, on va dire, sur des comités de pilotage qui parfois sont assez longs pour présenter un petit peu les évolutions, les temps passés sur certains éléments. Je ne sais pas si c'est une piste que vous avez déjà en tête d'avoir un petit suivi directement en ligne des consommés, de ce qui reste à faire, éventuellement du côté du client aussi, de savoir qu'est-ce qu'on doit tester pour telles échéances. Peut-être formaliser peut-être un petit peu plus que ça, parce que les contraintes de planning et puis les changements qui se sont imposés à nous, ont fait que des fois, on passait beaucoup de temps en réunion et puis on aurait pu avoir des informations en amont plus rapidement, plus simple. Effectivement, oui, en asynchrone, c'était un vrai sujet. Merci pour la remarque. C'est un sujet qu'on a commencé à traiter avec Thierry pour avoir effectivement cette centralisation des données et mise à disposition en quasi temps réel, on va dire, pour un suivi en un coup d'œil finalement, des actions à apporter et puis de l'avancement global. Ouais. Exactement, une consommation asynchrone de ces données. Je vois que le temps est passé vite, qu'on a fini. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci à ceux qui sont en ligne. Et puis, j'espère qu'il y aura un prochain événement. Et n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de sujets à adresser, on pourra aussi faire un événement à façon. Et Thierry, on reste sur les tables indisponibles sur Remo si vous voulez discuter avec nous en salon privé. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.